Je suis content que je me suis trompé 1 heure d'avance et pas 1 heure en retard. Parce que là, je me dis, ça aurait été quand même pas mal moins intéressant pour tout le monde 1 heure plus tard. C'est ça. Du coup, pour toi, il est quelle heure là? Alors, 8h30. Ouais. C'est bon, tu as fait tes petits exercices sensorimoteurs pour échauffer le cerveau. Je l'ai fait vraiment juste avant de m'entraîner. Donc, tu vois, je l'ai fait 4 fois par semaine. Euh, je pourrais les faire à tous les jours, mais je suis un peu comme tout le monde, hein. Je me dis, ah, finalement, je les ferai quand je m'entraîne. Mais je les fais vraiment toujours en réchauffement avant de faire mes squats. Justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok, en attendant que tout le monde sorte des différentes rooms, pour ceux qui veulent nous faire partager leurs pépites de la matinée, je vous en prie, levez la main de façon à ce qu'on vous donne la parole ou alors carrément vous enlevez votre micro et vous prenez la parole. Comme ça, au moins, ça va permettre d'échanger un peu pendant quelques minutes avant que je vous présente la formidable après-midi qu'on va passer. Tout est pépite. Ouais, Jeannie, t'as raison. Ouais, non, mais. Salut Mathieu! Salut Jean-Michel. C'est un Ouais, plaisir je sais pas si tu. de te voir. Ah ouais, tu m'entends, ouais. Oui, et je te vois. Ah Alors, ouais, ok, super. Victor, qu'est-ce que tu en as pensé de cette matinée? Je te laisse reprendre la. Ouais, monsieur Victor. La partie, j'ai trouvé intéressant la partie numérique, enfin tout ce qui est nouveaux outils pour le développement de la structure. Voilà. Après la partie sur le froid, quelque chose que j'avais eu l'opportunité déjà de faire et de connaître. Donc, ça m'a un peu moins concerné, mais c'était très enrichissant néanmoins. Après, à titre personnel, ça me concernait un peu moins, mais voilà, le reste, c'était quand même très enrichissant de redécouvrir tout ça. Ouais, après, on est tous d'accord, hein. Le format de cette journée, c'est en 30 minutes de vous donner rapidement un point de vue d'un expert sur un sujet qui nous semble pertinent en termes de prépa physique et qui peut en même temps ouvrir un peu enfin, qui peut donner des clés. Donc c'est surtout le but de cette journée. Et puis après, au-delà de ça, les cerveaux collectifs qui vous sont alloués derrière permettent vraiment d'avoir un échange avec des gens qui font le même métier que vous et qui peuvent se retrouver à l'autre bout de la planète, quoi. Donc, euh, donc voilà. On y va, on passe sur quelqu'un d'autre. Je prends au hasard, 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 au hasard. Alors que j'ai entendu Dimitri. C'est parti. Ouais, salut, bah pareil, même ressenti, donc très, très concerné par la partie euh, virtuelle. Je m'interroge également sur le fait d'allier le présentiel et le virtuel. Donc, je me pose encore pas mal de questions par rapport aux outils, la mise en place, mais je pense qu'il va falloir s'y astreindre. Pour la partie cryo, etc., comme j'expliquais tout à l'heure dans le cerveau collectif, c'est quelque chose que je fais déjà depuis des années. Je prends que des douches froides depuis des années et des années. Par contre, je vais tester les bains avec glaçons progressifs. Voilà, c'est la prochaine étape. Et, Fait. autrement, bah voilà, j'ai le sauna à la maison, donc j'ai déjà pas mal Ouais, ça peut permettre bien déjà de de vivre travailler cette sur pratique. Voilà. ces Mais aspects. oui, surtout la mise en place des plateformes numériques et applications qui me questionnent encore et sur lesquelles il va falloir que je creuse pour si jamais on est amené à avoir cette situation qui perdure ou qui se renouvelle dans le futur, avoir de quoi switcher et de quoi rester actif quoi qu'il arrive, quoi. Top, merci beaucoup du partage. On enchaîne, Julien, on est bon sur le timing. On enchaîne, on prend encore une autre personne.
Au hasard, au hasard, au hasard, au hasard. Tiens, K, elle avait posé une question super intéressante tout à l'heure. On est parti, mademoiselle. Alors, il faut défaire le micro. Donc, Hello tout le monde. Hello. Moi, je connaissais déjà Lohan. Il m'appelle la perfectionniste, donc j'ai déjà mon petit surnom. Parce que moi, j'aime bien que tout soit bien structuré, soit bien en place, qu'il y ait beaucoup de connaissances. Après, j'en ai appris un peu plus sur le froid, que j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique, autant pour les autres que pour moi, puisque le froid et moi, on ne s'aime pas trop. Mais ça m'a permis aussi de mieux comprendre aussi de l'utiliser, comment l'utiliser. En fait, c'est pas je m'immerge et puis voilà, c'est pas voilà, c'est pas que ça. C'était intéressant aussi de savoir que il y a il y a une progression à suivre. Et pareil, c'était intéressant de savoir que faut pas tout de suite réchauffer quelqu'un qui a été dans le froid. Exact. Voilà, c'est très intéressant. On a pu échanger aussi avec d'autres personnes. C'était super sympa. Cool. Donc, j'attends la suite. Ah ouais, et alors là, on va se régaler. Alors, j'y reviens de nouveau. Je vous préviens, hein, je vais vraiment couper ce sonnet si vous allumez pas vos caméras. On est parti, Dylan, Madeleine, Thierry, Duke, Isis, Corinne, Ahmed. On est parti, tout le monde ouvre. Allez, Happy Fitness, Serena, Pierre, Steven. Merci d'ouvrir tous vos caméras. Et puis de toute façon, on va être obligé parce qu'on fait des photos au fur et à mesure. Concernant la programmation de cet après-midi, on réattaque avec Mathieu dans 3 minutes, qui lui va nous parler du neurosquat. C'est le thème, comment et pourquoi le squat. Ensuite, nous enchaînerons à 14h15 avec un cerveau collectif. Celui-ci, notez bien parce qu'il va être sur la pratique du squat. Donc, prenez bien les informations puisque vous allez échanger après sur le squat et en mini-groupe. Vous allez pouvoir travailler en fait sur cette pratique et sur les corrections que vous pouvez amener sur les différents squats. Et justement, là, on va le travailler en virtuel. Donc, chacun va pouvoir effectuer son squat et le reste des participants corriger et amener des points d'amélioration clés par rapport à ce que vous aurez entendu précédemment. On enchaînera après avec, comme d'habitude, le question-réponse avec Matt pendant 10 minutes. Puis un nouveau sondage. Et ensuite, on fera un petit break de 10 minutes à 14h55 avant d'attaquer avec Laurent Boutafogui sur le dernier thème, l'introduction à l'approche complexe et multifactorielle de la préparation physique, performance. Et la même chose, on repartira sur un cerveau collectif avec d'autres thèmes qui seront traités. Puis le question-réponse avec Laurent et on terminera par un débrief tous ensemble. Matt, je te laisse décocher ton micro, mon ami. Je pensais que c'était fait. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon, mais je ne t'entendais pas, c'est pour ça. J'ai 5 minutes pour te présenter et comme la dernière fois, j'en ai pas assez en fait. L'essentiel. Tu m'en voudras pas trop si je fais rapidement sur ton parcours. Matt est quelqu'un qui d'abord a été un enseignant dans les années 2000. Pour te connaître maintenant depuis un moment, tu es un communicateur hors pair et tu t'es réorienté ensuite vers de la kiné, puis de l'ostéo, de la posturo, du neurofonctionnel. Tu as collaboré avec Charles Poliquin, tu as donné un TED Talk et ensuite tu as monté l'Institut IP. Et si mes comptes sont bons, je crois que tu as dû former plus de 300 personnes en quelques années. Aujourd'hui, tu travailles et tu t'attaques au marché américain avec la NFL. Pour avoir fait cette formation et quelques niveaux de cette formation, je pense que c'est la plus grande claque que j'ai pu prendre sur mes 20 années de carrière. Tu m'as énormément remis en question. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille avec toi et que tu fais partie aussi des experts qui interviennent dans le mastermind.
Il suffit juste de te donner un thème et tu sautes dessus. Et à chaque fois, on a un travail qui ouvre les esprits. En tout cas, mon ami, c'est un vrai honneur de te recevoir aujourd'hui sur ce deuxième sommet, 4 mois après le premier, en espérant qu'on découvre encore beaucoup de choses sur ce squat, qui est un des exercices, je dirais, primaires en termes de renforcement musculaire. Donc, je te laisse continuer la présentation et attaquer. Tu as 30 minutes, mon ami. Alors, on débute. Merci beaucoup pour ton intro, Greg. Comme d'habitude, c'est toujours à point. Alors, bonjour à tous. Oui, je vais vous parler du squat. Pourquoi? Parce que j'adore le squat. Et après, ben, c'est de vous amener une nouvelle façon de voir les choses et à savoir le squat pour aujourd'hui. Un autre jour, ce sera, comme le dit Greg, un autre sujet. Alors, rapidement, on va voir ensemble le squat d'un point de vue biomécanique, déjà pour être sur la même longueur d'onde quand on analyse un squat. Il y a quelques paramètres à faire ressortir à ce niveau-là. Et on va migrer tout gentiment vers le squat neurologique. D'ici les 30 prochaines minutes, vous allez savoir exactement ce que ça veut dire. Et à titre d'exemple concret, on va regarder ensemble le safety squat, le front squat et le back squat. Je sais qu'il y a d'autres variations nécessairement, mais dans le contexte d'une intro, eh bien, c'est ce qu'on peut se permettre de faire. Alors, Rien que déjà à l'intro, tu te dis comment le mec il va faire pour traiter tout ça en 30 minutes en fait. Je me pose la question à l'heure actuelle. Donc attention tout le monde, accrochez vos neurones parce que là ça va fuser quoi. Alors, déjà, si on veut définir le squat, c'est un mouvement d'accroupissement qui va constituer un exercice, évidemment, qui est polyarticulaire et c'est un exercice pour le déploiement de la force. Il va y avoir une flexion des jambes qui consiste à effectuer, en fait, une flexion des membres inférieurs et ce, dans le contexte de ce qu'on voit avec une barre qui est chargée. Bon, c'était juste pour être sûr que tout le monde sait c'est quoi un squat. Parce que tu n'es pas au courant du sondage de ce matin, je crois qu'il y a plus de 40%, c'est ça, qui sont en exercice depuis plus de 10 ans. Donc, Ah bon, écoute, alors à ce moment-là, on ne passera pas 3 heures sur cette diapo, mais on va aller voir déjà quelque chose d'un peu plus technique, à savoir que quand on analyse un squat de profil, et oui, je suis d'accord qu'on peut aussi analyser un squat de haut et de face, mais on va s'en tenir juste à ce qui est de profil pour la conférence d'aujourd'hui. Il y a déjà 3 angles qu'il faut analyser. Bon, alors, je vous les ai écrits en français, l'image, elle est en anglais. Alors, il y a l'angle de la hanche qui est en fait l'angle entre le tronc et le fémur. Évidemment, plus le tronc il est penché en avant, plus on réduit l'angle de la hanche. Alors, plus on passe en flexion de hanche. Et là, il faut déjà se mettre dans la tête qu'il n'y a pas rien de bon ou rien de mauvais, OK? Ce sont des choix que l'on fait dépendamment de ce qu'on veut avoir comme résultat. Il n'y a pas un bon squat, il n'y a pas un mauvais squat. Il y a le squat qu'on peut se permettre de faire et il y a le squat qu'on veut faire dépendamment des résultats voulus. Il y a l'angle du dos qui va être le lien entre le tronc et le sol. Et il y a l'angle des genoux qui, lui, va être le lien entre le fémur et le tibia. Donc, gardez toujours en tête quand on donne un exercice de squat, en fait, ces 3 différents angles-là qui vont toujours être au cœur de notre analyse, à savoir, est-ce qu'on veut faire A ou est-ce qu'on veut faire B? Alors, on va revenir, mais ça, c'est les 3 angles dont on va parler d'un point de vue biomécanique. Alors, une chose à savoir, c'est que lorsqu'on utilise des poids qui sont légers, tout naturellement, tout bonnement, la masse, elle est principalement celle du corps, en fait, hein, parce qu'on n'a pas de charge, de surcharge très importante. Et à ce moment-là, c'est tout naturel que la barre, elle se déplace un petit peu en avant du milieu du pied. Ça, c'est physiologique. Et à ce moment-là, c'est là où on gagne notre stabilité. Et à mesure que le poids va augmenter, pour ne pas tomber en avant, ce qui est déjà de base, je vous dirais, la tendance naturelle du corps, c'est que si vous arrêtez de résister à la gravité, vous allez tomber le visage en avant. Eh bien, plus le poids il augmente sur la barre, plus votre corps va chercher à amener la charge en plein sur le médio-pied. Et ça, c'est important parce qu'après, on se rend compte que quand les pieds ne sont pas capables de supporter les charges, ça peut être un des enjeux principaux, à savoir pourquoi on n'est pas capable d'augmenter nos charges sur le squat et pourquoi finalement on se met à avoir un angle de tronc
beaucoup trop prononcé. Alors, en soi, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est que si c'est trop prononcé et que la charge se déplace trop sur l'avant-pied, on n'est plus du tout dans l'optimal. Et là, le squat, on va avoir des plateaux d'entraînement. Alors, Serna pose la question, et l'angle de la cheville? Ah, l'angle de la cheville va être dépendant de l'angle du genou. En fait, il va être dépendant de tous les autres angles. Mais c'est vrai que dans ce que j'ai regardé au niveau des études, on n'en parle à peu près jamais. Et pourtant, si on a un manque de dorsiflexion, c'est définitif que ça va affecter tous les autres angles, à savoir qu'on va devoir compenser avec un angle de tronc plus prononcé, entre autres, hein, pour atteindre une certaine mobilité. Jérôme, Jérôme Simian en avait parlé sur le premier sommet. Ouais, donc, l'angle de la cheville, il est super important. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais comme de fait, ça fait partie de l'équation. Alors, bon, ça, c'est un peu l'idée. Donc, dans un monde idéal, lorsqu'on commence à mettre des charges, le poids, la charge, en fait, doit se répercuter sur le médio-pied. Alors là, si en plus j'ai de la misère à changer, et voilà. Bon, alors, et après, ce qui arrive, c'est que souvent, quand on parle du squat chez l'adulte et de ce qui devrait se produire, on a cette tendance très tendancieuse et d'après moi, qui n'est pas juste, de toujours revenir à oui, mais un enfant peut faire un squat qui est vraiment bien. Pourquoi est-ce que nous, on perd ça? Et en fait, est-ce qu'on devrait le perdre? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Bon, alors, il y a quand même plusieurs facteurs biomécaniques qui font en sorte que chez l'adulte, le squat, il n'est pas supposé ressembler à ce qu'il a l'air chez un enfant. Donc, déjà, cette notion de dire qu'il faut reproduire ce que l'enfant il fait, il faut faire attention à tout ça. Donc, un squat chez un enfant… Pardon? Tu m'étonnes de dire ça, par contre. Ben oui, parce que il fallait bien que je t'étonne au moins une fois aujourd'hui, sinon ça aurait été moche. Non, c'est quand même pour dire qu'on travaille pour avoir des mobilités qui sont optimales. Après, est-ce que c'est supposé ressembler à ce que se fait un enfant? Il y a des raisons qui nous expliquent que non. Bon, alors, un squat chez un enfant, c'est quoi? Ben, c'est souvent complet et ça semble facile d'exécution. Mais en fait, c'est ça, il ne faut pas penser que nous, on peut automatiquement reproduire ça nécessairement. Et il y a quelques facteurs qui expliquent le pourquoi de la chose. Alors déjà, il y a la taille de la tête. Comme la tête d'un enfant de 2 ans a déjà atteint le 3/4 de la taille d'une tête adulte, bien, cette charge antérieure va projeter le centre de gravité en avant et ça va faciliter l'accroupissement parce que ça augmente l'angle du tronc. Donc déjà, on va aller chercher plus de mobilité lorsqu'on descend sur le squat. Évidemment, par la suite, ça change ces rapports-là. La longueur des jambes. Oui, il manque un U ici. Avec l'âge, la proportion de la taille des jambes versus la taille, elle augmente. Alors, ce qui fait qu'au final, comme nos jambes deviennent proportionnellement plus longues avec l'âge versus un enfant, eh bien, de s'accroupir avec des jambes plus longues, ça donne quand même plus de difficultés pour aller chercher une mobilité au niveau de la profondeur. Alors, ça, c'est une autre raison qui explique pourquoi en tant qu'adulte, on n'est pas nécessairement supposé faire des squats comme un enfant. Et il y a aussi le facteur ossification des os du bassin. Alors, le bassin d'un enfant, il est fait de 3 os qui ne sont pas totalement ossifiés, surtout très jeunes. Et évidemment, si les os ne sont pas ossifiés, on est peut-être moins fort, mais on est beaucoup plus mobile. Évidemment, chez l'adulte, c'est tout l'inverse. Et il y a aussi l'acétabulum. Alors, quand on regarde d'un point de vue structurel, les jeunes enfants vont avoir un rapport largeur-longueur acétabulaire beaucoup plus grand que les adultes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, chez l'adulte, la profondeur avec laquelle la tête du fémur pénètre dans le cotyle fait en sorte qu'on est beaucoup plus stable. On peut tolérer beaucoup plus de charges, mais vous aurez deviné, on est beaucoup moins mobile. Alors, il y a vraiment des facteurs structurels qu'il faut prendre en compte, même si ce n'est pas mon fort parce que je travaille plus le fonctionnel, sauf qu'on travaille le fonctionnel chez un être humain qui est fait de structure. Alors, il ne faut quand même pas non plus l'oublier. Et à ce moment-là, il faut se dire que bon, si on ne réussit pas à squatter comme un enfant, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne devrait pas miser sur des mobilités qui sont optimales. C'est juste qu'il faut s'enlever de la tête, qu'il faut que ça ressemble à ce qu'un enfant est capable de faire. Alors, ceci dit, tout nourrisson doit, pour développer sa motricité, déjà gagner dans le plan sagittal. Et vous le voyez ici, pourquoi? Ce qui est la normalité, même à la naissance, c'est une attitude de syphose ou une surprogrammation tout à fait physiologique des chaînes antérieures. Et ce qui est aussi tout à fait normal, ce sont des pieds plats, mais parfaitement plat. Et ça, c'est normal à la naissance.
Sauf qu'évidemment, si ça persiste dans le temps, un pied plat, lorsque vient le temps de supporter une charge sur le médio-pied, eh bien, le support, il n'est pas aussi bon et c'est là qu'on se met à passer en avant où on est un peu plus fort avec les orteils. On ne passera pas en arrière parce qu'on a peur de la chute. Donc, la compensation va toujours être vers l'avant. Donc, les gens qui ont de la misère à garder la barre sur le médio-pied, déjà, s'ils ont des pieds à tendance plus plate, ben ouais, ça, c'est un enjeu, évidemment. Il faut travailler sur ça. Donc, la résultante, lorsqu'on aura décidé à se tenir debout et qu'on aura acquis la maturité posturale, ça va être que les épaules devraient être alignées avec le bassin quand on regarde quelqu'un de profil et que la projection du centre de gravité devrait être, ça c'est important, 33 mm en arrière du quadrilatère de sustentation. Alors, ce qui fait en sorte que si, quand tout va bien chez un être humain adulte, le centre de gravité, il est un peu en arrière. Déjà, dès qu'on met une charge, on sait qu'on penche un peu en avant, mais plus la charge va être lourde, ça s'équilibre en fait. Donc, l'idée après, c'est d'essayer de travailler avec un être humain qui est le plus équilibré possible. Le squat va en être d'autant plus facile à exécuter. Donc, ça ressemble un peu à ça, hein, la normalité posturale. En Europe, vous êtes chanceux, vous avez accès à l'école qui enseigne ces concepts-là parce qu'elle est originaire de France, qui est le CES, pour laquelle moi je forme en Amérique. Mais comme de fait, Dr. Bricot, c'est le fondateur de la posturologie. Alors, gênez-vous pas pour aller vous faire former parce qu'une fois que vous avez développé une posture optimale chez votre sujet, après lui demander de faire des squats, c'est quand même un peu plus facile de retrouver les facteurs biomécaniques dont on a déjà parlé. Alors, c'est dans cette position hein, qu'on gère le mieux les contraintes antigravitaires. Et ça, c'est avant même de mettre une barre sur les épaules, qu'elle soit en avant ou en arrière des épaules, peu importe le type de squat qu'on veut faire. Et justement, pour revenir à la cheville, on sait qu'il y a un angle de 3,4 degrés au niveau de l'articulation talocrurale qui projette le corps dans un déséquilibre antérieur permanent. Donc, on a besoin d'un système musculaire et facial postérieur qui, en permanence, réussit à résister le déséquilibre. Évidemment, ce système-là, il est à la base du recrutement de la chaîne plus phasique, de la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios, pour pouvoir faire des squats. Donc, primo, l'idée, c'est de trouver une normalité posturale avant de mettre des charges sur les épaules. Alors, je vais vous présenter les 3 squats que j'avais en tête pour après ça regarder un peu quels sont les avantages et les désavantages de chacun en prenant pour compte peut-être les déséquilibres que l'on retrouve chez les clients avec qui on fait affaire. Parce qu'en fait, ce que j'ai souvent vu comme philosophie, c'est de dire, bon, s'il y a un déséquilibre chez un individu, on ne va juste pas faire de squat et puis on va faire autre chose. OK, mais si on veut vraiment faire des squats, alors est-ce qu'il y a moyen de moyenner tout ça en fait? Alors, voici le safety squat. Alors, pour être sûr que je n'avais pas de modèle à payer qui était trop cher, je me suis mis dans les vidéos, donc c'est plus abordable pour tout le monde. Voici de quoi a l'air un safety squat. Avec le petit vocal en arrière, c'est plus convaincant quand même. Donc, avec le safety squat, hein, ce qui se passe, c'est que la charge, elle se trouve haute sur les épaules. Parce que la charge, elle est haute sur les épaules, vous avez compris qu'il y a peu d'inclinaison du tronc, tandis que si la charge, elle est basse sur les épaules, forcément, charge plus gravité, l'angle du tronc va se mettre à augmenter ou en fait à diminuer. Hein, le tronc va se rapprocher des cuisses. Alors, c'est l'inclinaison du tronc qui va amener le déplacement du bassin vers l'arrière. Et en ce sens, sur le safety squat, il y a quand même un bon travail de la chaîne postérieure. Alors, vous avez compris que la gravité, si elle est sur un vecteur qui est purement vertical, si j'amène le tronc en avant d'une part, pour stabiliser la barre, je dois amener les fessiers en arrière. Et plus je vais éloigner les fessiers de mon angle gravitaire, plus je vais les recruter. Donc, sur le safety squat, quand même, c'est une bonne option pour aller recruter la chaîne postérieure. Encore une fois, il faut vouloir faire ça avec un squat. On peut faire un travail avec les squats plus pour les quadriceps. Il va y avoir qu'on choisisse un autre exercice à ce moment-là que je vais vous présenter tantôt. Donc, en ce sens, le safety squat, je dis qu'il n'est pas favorisé pour le développement de la chaîne postérieure parce qu'il y a mieux. Mais on va voir tantôt que le front squat, c'est encore un peu moins intéressant pour la chaîne postérieure. Ça se joue toujours entre l'angle du thorax versus le levier qu'on va avoir sur le bassin.
Si le but, cependant, c'est de travailler la profondeur du squat, le safety squat va être une très bonne option parce que les membres supérieurs se retrouvent dans une position qui est fort avantageuse. Les membres supérieurs, en fait, ils se retrouvent dans la position embryologique. Ça, c'est vraiment, là, grosso modo, ce qu'il faut retenir du safety squat, c'est qu'à partir du moment où on aura un enjeu de mobilité au niveau de l'épaule, ben, dès qu'on a à demander à mettre les mains en avant, les coudes vers l'intérieur et qu'on demande très peu de flexion de l'humérus, déjà, on est super avantagé pour tout ce qui est le haut du corps et ça permet d'aller chercher plus de mobilité dans ce qu'on pourrait appeler en bon québécois dans la cave. Est-ce que vous dites ça, vous, dans la cave, ou c'est la cave de vin? Non, dans le bas. Dans le bas, oui, nous on dit dans la cave, mais on se comprend. Donc, à la naissance, vous le voyez ici, les membres supérieurs sont en très légère flexion, adduction et peut-être un peu de rotation interne. Alors, faites bien attention parce que sur le safety squat, ça ressemble à ça, mais ce n'est pas du tout ça sur le front squat. Et vous allez voir, c'est un tout autre enjeu au niveau de la chaîne scapulaire. Mais le safety squat pour le membre supérieur, il répond à peu près parfaitement au contexte embryologique et à ce moment-là, il est plus accessible. C'est ce qui permet de déployer plus de mobilité avec le membre inférieur parce qu'on n'a pas compromis et la chaîne scapulaire et la chaîne pelvienne. Est-ce qu'il y a des questions sur le… Parce qu'on a le temps, je pense que je suis quand même… ouais, on est bon. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant sur Il y a le squat mécanique ou le… une rotation externe, non? Alors, très peu de rotation externe, hein, parce que tu vois, si je te le montre comme ça ici, là, Je pense que c'est sur la… Alors, Matt, je pense que c'est sur ton slide précédent. ici. Ouais. Ouais, bon, après, c'est une image pour donner l'idée, hein? Sauf que la rotation externe, s'il y en avait beaucoup, il y aurait un déplacement de la main par rapport au tronc vers la périphérie. Donc, s'il y a de la rotation, c'est à peu près neutre, hein? C'est à peu près neutre. Puis ça, il faut aussi comprendre que c'est un cliché qui est pris dans le temps à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de rotation externe, mais le contexte initial, il est vraiment en chaîne de fermeture. Donc, il faut au minimum comprendre que c'est un peu de flexion, de l'adduction et à la limite plus de la rotation interne que de la rotation externe quand même. Et OK. c'est ce qui fait que le safety squat, il est super accessible au niveau du membre supérieur parce qu'il reproduit à peu près à la perfection le contexte initial au niveau des membres supérieurs. Après, pour la rotation externe, c'est un back squat. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup de gens, le back squat, parce qu'en fait, déjà de juste positionner la barre sur les épaules, haute ou basse, c'est vraiment un enjeu de mobilité au niveau des épaules. Pourquoi? Parce que ça demande de l'ouverture, là où les gens sont quand même beaucoup plus confortables, pour tous, hein? C'est pour tout le monde, en chaîne de fermeture. Donc, après, le back squat, c'est le roi des exercices de la chaîne postérieure pour les squats. Donc, c'est là où ça peut être intéressant, mais j'y arrive. Alors, le front squat. Sur le safety squat, tu as un engagement au niveau du dos qui est peut-être un peu moins important que sur le back squat normal. Absolument, absolument. Alors, c'est sûr que le back squat, à ce moment-là, pour le recrutement de la chaîne postérieure, plus, mais le safety squat, quand même, mieux que le front squat qu'on va voir maintenant. Bon blocage respiratoire. Je n'ai pas le choix. C'était dur pour moi de prendre ça au début. Donc, l'idée, c'est de garder les coudes vers le haut pour garder l'angle du tronc le plus vertical possible. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce n'est pas très fort pour la chaîne postérieure parce qu'on l'a dit, plus l'angle du tronc diminue, plus le tronc avance vers l'avant, plus les fesses sortent en arrière. Donc, si là, l'idée, en fait, c'est pour résister à la gravité, c'est de garder les coudes vers le haut. Alors, on n'est pas du tout dans la facilité pour le membre supérieur, même si on est en avant, parce que finalement, la flexion de l'épaule avec la flexion du coude, c'est pas du tout accessible pour beaucoup, parce que plus on s'en va en flexion, en fait, de façon générale au niveau du membre supérieur, plus on s'éloigne du contexte embryonnaire, plus c'est quand même difficile. Et après, l'idée, c'est évidemment de garder le tronc le plus droit possible. Et là, l'enjeu, c'est qu'on recrute beaucoup plus ce qui est en avant versus ce qui est en arrière. Et ce qui est en avant, c'est les quadriceps. Donc, la charge avec le front squat, elle est située à l'avant. Déjà, l'angle du tronc sera beaucoup plus vertical. En ce sens, le front squat, c'est un excellent exercice pour les quadriceps. Et il recrute, en fait, comme je le disais tantôt, encore moins la chaîne postérieure que le safety squat.
Après, ce n'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est toujours que ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, au niveau de la position des membres supérieurs, la flexion qui est quand même plus prononcée, elle va tirer sur le grand dorsal. C'est le même grand dorsal que vous avez qui s'attache sur l'humérus que celui qui s'attache sur le bassin. Donc, si vous l'étirez vers l'avant, parce que le grand dorsal, sa fonction, c'est l'extension de l'épaule, là, vous faites une flexion de l'épaule et à partir du moment où vous l'étirez en avant, il en reste moins en arrière. Donc, l'idée après, c'est de quand même maintenir une bonne biomécanique du membre inférieur, même si on la compromet par le fait qu'on étire le grand dorsal par l'humérus. Et à ce moment-là, garder le bassin neutre ou en rotation antérieure, c'est quand même un petit peu plus difficile. Ceci dit, le front squat, il est quelque peu moins accessible au niveau neuro-évolutif que le safety squat. Mais ce qui est encore peut-être un peu plus difficile, c'est le fameux back squat. Donc, moi, je l'ai fait avec barre haute, mais ça se fait avec barre basse. Je préfère barre haute. Et ça, c'est une vue postérieure. Mais vous voyez déjà l'enjeu au niveau de la chaîne postérieure. Le bassin se projette beaucoup plus en arrière qu'avec les deux autres versions. Bon, c'est assez. Alors, donc, l'idée, c'est que le back squat, c'est peut-être celui auquel on pense toujours ou très souvent quand on pense au squat. Et c'est peut-être le moins accessible des squats. Et c'est peut-être ce qui fait dire à plusieurs, ah, finalement, le squat, c'est difficile, on n'en fera pas. Pourtant, c'est celui qui développe le plus et le mieux la chaîne postérieure. Ce qui est aussi intéressant parce que souvent, on dit, moi, je veux faire des squats pour développer la chaîne postérieure. Maintenant, en même temps, on se dit, ouais, mais le back squat, c'est peut-être le meilleur pour faire ça, mais peut-être qu'il n'est pas accessible. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur de progression qui respecte, en fait, là où notre client est d'un point de vue neuroévolutif? La charge, elle est évidemment à l'arrière. Elle peut être haute ou basse. Si elle est basse, elle va favoriser l'inclinaison du tronc. Et à ce moment-là, plus le tronc s'incline vers l'avant, plus les fesses reculent. Donc, c'est vrai que si on veut faire la meilleure version pour la chaîne postérieure avec la barre qui est basse, c'est quand même mieux. Moi, c'est parce que j'aime vraiment pas, mais je devrais peut-être justement plus me pratiquer. Lorsque la charge, elle est haute, il y a quand même moins recrutement de la chaîne postérieure, mais on travaille un peu plus sur l'angulation du genou. Encore une fois, ce n'est pas mieux, c'est différent. Et en ce qui a trait aux membres supérieurs, eh bien oui, la demande initiale de rotation externe, elle est exigeante. C'est souvent là où on va avoir des syphoses qui apparaissent, surtout lors de la descente. Eh bien évidemment, les syphoses, elles font quoi? Elles font que la charge se projette en avant et on n'est pas du tout optimal à ce moment-là pour descendre ou pour remonter parce que la charge, elle devrait être sur le médio-pied. C'est de la compensation. Exact. Et ça, c'est dans le plan sagittal. C'est pour vous montrer en fait que les coudes, eux, devraient être alignés avec le thorax et le poignet devrait être neutre. Vous voyez les coudes vers le bas. Il y a une inclinaison du tronc, mais le coude, il est solidaire en fait du tronc. Puis l'idée à ce moment-là, c'est quand même d'aller chercher, c'est peut-être pas de mobilité d'enfant, hein, mais c'est quand même en dessous de 90 degrés. Donc, ton regard doit normalement suivre ton mouvement. On est bien d'accord. Il ne reste pas à l'horizontale constamment. Non, exactement. En fait, on n'a pas le choix parce que, en fait, l'idée, c'est qu'il faut que le coude soit solidaire du tronc. Ça, c'est une chose. L'intégrité de la chaîne scapulaire. Après, le tronc, il va pencher en avant si on veut que les fesses aient en arrière. Après, il faut que la charge, elle reste sur le médio-pied. C'est ça le critère de réussite. Il y a très souvent, en fait, quand j'enseigne les différentes techniques de squat, je donne comme image l'image de l'horloge. Tu envoies les fesses à 8h, à 7h, à 6h. Ça permet d'avoir une représentation dans l'esprit de la personne pour pouvoir orienter, en fait, son bassin correctement. Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence à faire le squat, on ne voit pas où on bouge et d'avoir un visuel mental quelconque, chiffré même, c'est excellent. Je n'y avais jamais pensé, tu vois. Donc, oui, c'est excellent. Je termine sur ça. C'est pour vous dire qu'après, c'est peut-être pas toujours facile le squat parce qu'on n'a peut-être pas toujours les prérequis et les prérequis, ils se gagnent très tôt. Alors, pour quand même limiter la flexion du tronc, parce que l'idée, c'est de la limiter si elle est excessive. Une des recommandations qui revient toujours parmi tous les coachs que j'ai lus, c'est d'ouvrir les genoux et surtout en descendant. Sauf que ouvrir les genoux, vous l'avez peut-être remarqué, ça ne vient pas pour tout le monde très facilement. Et l'ouverture des genoux, si on le fait mécaniquement, c'est quoi? C'est une rotation externe des fémurs sur le bassin. Et cette ouverture, elle a été apprise très tôt. Je vous montre deux petites vidéos. Donc, ça, c'est les squats, on s'en fout. Je n'ai pas le choix de vous le montrer sinon. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est de vous montrer
on va chercher une mobilité du bassin, mais c'est parce qu'il y a ouverture des genoux. En fait, c'est que l'ouverture des genoux va être un facteur qui contribue au fait d'aller chercher une mobilité dans la cave ou en bas. Mais j'aime bien notre expression au Québec, dans la cave. Adriel dit la même chose que toi en altéro. Ah ouais, dans la cave, ça c'est un classique. Alors, vous voyez ici sur la vidéo, l'autre, il n'a pas joué, mais vous voyez que si l'enfant il rampe avec une jambe plus qu'avec l'autre, eh bien, il exerce déjà, il imprime déjà la rotation externe sur la gauche et pas sur la droite. Après, quelques années plus tard, quand on regarde notre client faire un squat, s'il y a un genou qui est capable de sortir et l'autre non, on peut toujours blâmer les muscles et dire qu'ils sont tendus ou faibles. Il faut voir pourquoi et pourquoi, ben, chez IP, on retourne jusqu'à cet âge-là. Pourquoi? Parce que c'est là que ça se bâtit, en fait. Donc, il faut bien ramper pour bien squatter. C'est les mots de la fin. Alors, c'est Matt, il a avancé à 10 000 à l'heure. On a le temps, là, pour le coup. On est vraiment en avance. Est-ce que tu as un avis sur, c'est Stéphane qui demande ça, sur la préconisation de Jérôme Signan d'initier le mouvement par la dorsiflexion de la cheville? Et j'ai lu différents trucs par rapport à ça. Hein. Moi, j'ai rien contre. Par la cheville, j'ai beaucoup lu qu'il fallait commencer avec la hanche. Après, tu sais, je me dis, est-ce que c'est pas de la rhétorique, tout ça, plus qu'autre chose? Parce qu'en fait, quand on commence à faire une triple flexion en chaîne fermée, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a quelque chose qui bouge sans que quelque chose autre bouge. Alors après, dans l'intention, ça, c'est autre chose. Tu sais, je peux me dire, moi, je veux commencer avec la cheville, OK, mais dès que tu bouges la cheville, tu as bougé les genoux et la hanche. Bon, moi, j'ai beaucoup lu que c'était par la hanche qu'il fallait commencer. Personnellement, quand moi je fais mes squats, je commence avec la hanche. Ça ne veut pas du tout dire que c'est ce qu'il faut faire. Ça pourrait même être complètement l'inverse. Mais en fait, après, je n'ai pas de réponse absolue à tout ça. J'aimerais voir en fait pourquoi Jérôme dit la cheville, puis peut-être comprendre parce que j'avoue que ça, j'ai pas de. Ouais, je sais pas. Pour le coup, vous serez ensemble sur le prochain séminaire du Mastermind, donc ça va donner lieu à une bonne réflexion. Le butt wing. Oui. Alors, encore là, j'ai lu des choses différentes, mais c'est vrai que à partir du moment où on commence à... Pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde est au courant, c'est une fois que vous arrivez au fond du squat, c'est la rétroversion du bassin qui s'enchaîne due à des sollicitations et à un angle différent. Ouais, donc, c'est quand les fesses passent en dessous, hein, quand on descend sur un squat. Et pour tout le monde, il y a un point où ça arrive. Alors, je vais te répondre en deux temps. Si on est pour faire des squats de mobilité dans un contexte de conditionnement physique plus pour population générale, j'ai aucun problème avec le fait de passer en rétro. Pourquoi? Parce que finalement, c'est sans conséquence. Hein? Et ça nous permet d'avoir plus de mobilité au niveau de l'angle des genoux. Sauf que quand on commence à mettre des charges, si on veut rester dans l'activation du fessier et qu'on veut garder le fessier plus éloigné de la charge, une fois que le fessier il passe en dessous, on n'a plus de levier sur la charge pour avoir de la force. Donc, c'est sûr que dans le développement de la force et de la puissance, si on permet au bassin de passer en rotation postérieure, je pense qu'on est perdant. Alors, pour la population générale, pour la mobilité, de passer en rotation postérieure sur le squat, j'y vois aucun inconvénient, surtout avec des charges très légères. Mais dès qu'on veut faire dans la force, la puissance, je ne vois pas comment on peut le faire. Je me tends la perche, mais je suis obligé de t'emmener sur le torque externe, quoi. Oui, mais précise ta question parce que je ne sais pas si tout le monde comprend le concept. Très souvent, tu entends sur la remontée, en fait, sur la phase de remontée du squat, d'appuyer sur l'extérieur du pied et justement de venir solliciter petit moyen fessier pour avoir cette remontée et les genoux qui restent stables. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce point de vue-là? Oui, je suis d'accord en fait, mais 100% d'accord. Pourquoi? Parce que la tendance gravitaire veut nous amener en torque interne. Alors déjà, il faut résister le torque interne quand on descend et en plus, il faut le combattre quand on remonte. Donc après, c'est vrai que si tout fonctionne bien, tous ces processus-là devraient se faire quand même assez naturellement. Mais dans tous les cas, plus les charges sont lourdes, plus il faut y mettre un peu du sien. Et là, c'est vrai qu'il faut penser à sortir les genoux. Et dès qu'on sort les genoux, on passe en torque externe. C'est une des composantes hein, dans la globalité. Donc oui, ça, je suis
ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je pense que Pino, il a une bonne façon d'expliquer sur un ensemble avec 2 termes pour que les gens ils comprennent vraiment bien c'est quoi l'enjeu global, là. OK. Question supplémentaire au niveau de ton rythme respiratoire, puisque là, on t'a peu entendu, mais on a entendu un tout petit peu le blocage respiratoire que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux amener comme réponse là-dessus? Et Pierre, Pierre s'est connecté pour entendre ce que tu disais. Pierre, ça pourrait être intéressant peut-être que tu allumes ton micro, mon poulet, de façon à ce que vous échangiez sur le rythme de respiration, parce que je Moi, sais c'est que Pierre que je veux entendre, ouais. C'est lui expert. ça a été dit, et puis on a travaillé aussi sur ce fameux corps, CORE, avec une respiration bien particulière sur le squat. Pierre, ça pourrait être intéressant, et pour le coup, comme on est en avance, vous avez 10 minutes, les gars, pour vous lâcher là-dessus tous les deux. Vous avez de la chance de profiter de 2 experts dans 2 domaines complémentaires. Pierre, si tu es encore là, allume ton micro. Alors, je pense pas. Peut-être pas. S'il est là. Allô, allô, on m'entend? Ah, ça y est. Ah, Pierre. Je me vois pas. Vous me voyez? Alors, on te voit, on voit à l'envers. À mon avis, la caméra, on voit l'autre côté. Voilà. Et surtout, on t'entend, ce qui était vraiment, vraiment important, en fait. C'est bon. Mon mat. Hey, Pierre, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ben, je suis super content que tu sois là. Écoute, je vais te laisser répondre, puis après, je vais te dire que tu as raison. Non, mais je te laisse répondre quand même, à savoir la respiration pour le squat. Puis moi, je vais te dire ce que je fais depuis 6 mois environ, puis tu me diras si je peux faire mieux, parce que pour moi, c'est un apprentissage, hein, les charges plus lourdes. Alors, je te laisse aller sur la respiration versus le squat. Alors, Ça attends, marche. Matt, est-ce que tu peux. T'as plus rien à partager comme slide? Non, j'ai fait tous mes slides sont faits. Ouais. Enlève ton partage d'écran, comme ça, au moins, on vous en Oui, absolument. Donne-moi 2 secondes, je sors d'ici. Ouais, Je suis sûr que Pierre, il va nous dire qu'il faut faire ça, la bouche fermée. Eh bien, même pas. Même pas. Je vais vous donner la réponse que je donne toujours quand on me pose ces questions. Ça dépend. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose, quoi. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Matt, par exemple, s'il n'y a pas de charge et si on fait un squat mobilité, c'est une histoire complètement différente de quand il y a une charge. Bon, on est tous d'accord. Donc là, c'est idem. Moi, je peux avoir très bien une respiration cyclique. Ça veut dire qu'il ne va pas se stopper. Je vais faire inspire, expire, avec un rythme complètement différent si je travaille à vide. Mais le jour où je fais mon PR ou le jour où je vais chercher mon record, là, la respiration va être complètement différente. Comme on l'a vu au niveau de la physiologie de la respiration, le diaphragme, les 2 piliers du diaphragme s'insèrent sur la colonne vertébrale. Donc, c'est évident que pouvoir serrer à ce niveau-là et avoir son diaphragme, avoir un contrôle au niveau du diaphragme qui est extrêmement précis et verrouillé, eh ben, ça permet que la colonne vertébrale ne bouge pas, en tout cas qu'elle ne soit pas influencée par la respiration, et faire du bracing, c'est-à-dire prendre l'air avant de descendre et reprendre, souffler, etc., sur le dernier tiers de la poussée. Eh ben voilà, moi, ça me semble une très bonne stratégie le jour où vous vous mettez lourd. Mais le jour où vous mettez léger, franchement… Et au-delà de ça, dis-moi si je me trompe, mais pour le coup, tu actives un peu plus ton psoas à la descente et tu as une phase active à la descente. Tu n'es pas passive de je subis la gravité, quoi. Je me trompe ou pas? Exactement. Ouais. Bah, tu sais, avec les masterminds, ce que je leur ai fait faire, c'est gonfler les ballons. Là. Tu sais, tu te rappelles cet exercice de gonfler les ballons? J'aime beaucoup cette sensation-là parce que généralement, on gonfle et avec l'autre main, on touche le ballon et on sent que ça gonfle. Après, quand on passe sur notre propre respiration et qu'on prend vraiment beaucoup d'air, on a cette visualisation-là de ballon qui gonfle. Si vous avez ce ballon gonflé à l'intérieur de vous, c'est clair que vous vous sentez beaucoup plus stable. Et de toute façon, on a vu des enfants dans la présentation de Matt, de manière naturelle, chez l'être humain, avant de soulever quelque chose de lourd, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'air. De toute façon, essayez de souffler, essayez de vous vider, de vous décontracter et de soulever quelque chose de lourd, ça va être bizarre, ça ne va pas le faire parce que vous n'allez pas vous sentir stable. Donc, ça dépend toujours du contexte. Hein. C'est très contextuel, la respiration. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et si vous êtes habitué à la respiration nasale, ouais, bon, c'est sûr que moi, je passe par la respiration nasale, mais tout me va. Tout me va tant que vous savez m'expliquer pourquoi vous faites la chose. Merci. On est encore dans le timing, on a encore du temps.
Matt, tu verrais d'autres éléments à apporter ou même vous échanger tous les deux, messieurs, sur le squat? Ben, en fait, je trouve ça intéressant ce que Pierre a dit parce que ce qui est toujours important, et je sais que Pierre et moi, on pense comme ça dans tous les contextes, en fait, c'est d'analyser le contexte. Parce qu'après, il n'y a pas vraiment un bon ou un mauvais squat. Il y a un squat dépendamment de ce qu'on veut faire au niveau des bras de levier. Après, pour la respiration, c'est un peu la même chose. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse maintenant pour mon propre entraînement dans le lourd, c'est un peu de pousser la machine pour voir jusqu'où, en fait, je suis capable d'aller avant de perdre connaissance. C'est vrai, parce que sinon, je n'y trouve pas vraiment de plaisir. Donc, Thibodeau dirait sûrement que je suis un type A, un truc machin, parce que finalement, c'est vrai que c'est ce que j'adore dans l'haltérophilie. C'est vraiment, ou dans la dynamophilie, pardon, le powerlifting, c'est le fait de dire que c'est toujours en fait maximal ou pas très loin. Hein. Et là, moi, quand je faisais du bodybuilding, la respiration sur un squat, c'était un peu comme je le voulais parce que finalement, si tu fais une charge pour 10 répétitions avec un tempo de 4 secondes pour descendre puis une pour monter, ben, tu peux te permettre de respirer un peu quand ça te plaît et finalement, tu n'as pas à y porter attention. Et ce qui a été très difficile pour moi au début, et je travaille encore là-dessus en powerlifting, c'est de dire, OK, là, maintenant, la respiration, si tu ne respires pas de façon optimale, tes charges, elles ne passeront pas. Alors, comme le dit Pierre, ben, en fait, c'est toute l'idée de la manœuvre Valsalva. Hein? Alors, avant de soulever la charge, hein, de remplir les cavités d'air, solidifier tout l'ensemble. Et la ceinture, elle sert à quoi? Elle sert à avoir un feedback pour dire qu'on pousse dans la ceinture. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu prends une ceinture, donc tu n'as pas des bons abdos. Bon, mes abdos pourraient sûrement être meilleurs. Mais la ceinture, en fait, elle te donne un feedback à savoir, elle te donne une résistance contre laquelle tu pousses l'abdomen. Et ça, en fait, ça augmente encore ta stabilité. Donc, il y en a qui vont dire que c'est triché. En fait, ça peut être vu comme ça, mais c'est sûr qu'on est plus fort. Et après, bon, ben, quand le but, c'est d'être plus fort, après, c'est contextuel. Mais il faut le dire, le buzz qu'on a après avoir fait du bas répétition et qu'on a manqué toujours un petit peu d'air jusqu'à la fin de la répétition, ça, c'est vraiment, là, moi, c'est ce que j'adore. C'est un peu le trip hein, de dire que là, ça tourne un peu. Et là, on a besoin des 3 minutes hein, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et on se dit, il faut retourner, il faut faire la même chose encore 2, 3, 5, 7 fois. Mais c'est nécessaire parce que c'est intense. Dès qu'on baisse, on diminue l'intensité, on peut se permettre, on a le droit à avoir plus de flou artistique, là, un peu comme le disait Pierre. Donc, ça dépend. C'est une très bonne. Pierre, c'est la réponse de toutes les réponses. C'était génial de vous avoir tous les deux, en fait, pile poil au bon moment, quoi. Je garde toutes les questions. Il y a eu de super bonnes questions qui ont été enchaînées sur le chat. Coach Youssef, il n'y a pas de problème, on va répondre à tout. On va maintenant vous permettre de remplir donc, la page 8 sur l'échange numéro 4. Quelles sont les 3 astuces que tu retiens de… Alors, c'est celle-là, je me plante ou pas? Non, c'est celle-là.